Bienvenue dans Health Drive. Je m'appelle Laurie. Et je suis Marie-Claude. En duo mère-fille, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie. Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de couper les liens avec un parent toxique. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est souvent un chemin qui est long, douloureux, rempli de doutes, de culpabilité et pourtant parfois nécessaire pour survivre, se reconstruire et enfin vivre librement. Alors, on va parler de pourquoi ce genre de relation peut devenir destructrice, les conséquences de ne pas poser des limites, ce que ça change concrètement quand on ose dire qu'on met fin à la dynamique avec un parent toxique et surtout, comment se reconstruire après une décision aussi lourde de sens. Donc, c'est un épisode à écouter. Si tu te sens prisonnier, prisonnière d'une relation familiale qui t'épuise et que tu as besoin d'un souffle d'espoir, de lucidité et de courage. Aujourd'hui, on parle de ce sujet aussi délicat que puissant avec Mathieu. Salut Mathieu! C'est la deuxième fois que tu es là. Exactement, puis ça me ferait grand plaisir d'être avec toi là, pour discuter du sujet aujourd'hui. Oui, on a des choses à dire. Hey, Mathieu, est-ce qu'on a le droit de s'éloigner d'un parent même si c'est notre mère ou notre père? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est une grande question, mais qui est tellement intéressante. On a absolument le droit de s'éloigner de toute personne qui nuit à notre équilibre émotionnel et mental. Ça doit être une priorité. Puis même si c'est un parent, on se doit de le faire, mais c'est pas une chose qui est simple du tout parce que le noyau familial, c'est quelque chose qui est véhiculé dans notre société depuis des années. Alors, de couper contact avec un de nos parents, c'est quelque chose qui demande une très grande réflexion puis qui demande aussi de l'aide, hein, parce que tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de sentiments de culpabilité autour de ça. Il y a de la dépendance, hein, même si parfois on est adulte, on se sent encore enfant avec vis-à-vis de nos parents. Fait que c'est une problématique aussi plus complexe que si c'était un propre étranger, un ami ou une relation passagère. Qu'est-ce que tu veux dire, dépendance? Dépendance, ben moi, dans mon cas, je cherchais beaucoup la validation au niveau de ma mère. Je cherchais à avoir toujours son approbation, même dans des sphères qui n'étaient pas au courant, des sphères qui n'étaient pas connaissantes. Juste d'avoir la validation d'un parent, je pense qu'à cette époque-là, je n'avais pas développé une autonomie affective assez grande pour être capable de prendre mes propres décisions. Puis ça, même dans la trentaine, ça a été quelque chose que j'ai réalisé au début de la quarantaine, que j'avais une problématique à ce niveau-là. Toujours besoin de validation, toujours besoin d'être admiré par le parent comme étant le bon petit gars, le bon garçon qui fait bien les choses selon ce que ma mère voulait, pas selon ce que moi je voulais. Validation dans des sujets, dans des sphères de la vie qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, moi, je suis représentant des ventes. Je travaille en vente, marketing, communication depuis plusieurs années. Si j'avais un processus décisionnel de changement d'emploi, ben je faisais valider ça par ma mère. OK. Fait que ça, c'est un exemple concret. Là, oui. dans une sphère qu'elle ne connaissait pas du tout. OK. Puis qui n'avait aucune expertise. Regardait les choses de façon très générale pour me donner son opinion du moment. Puis souvent, moi, je m'arrêtais à ça, puis ça multipliait les questions, ça multipliait les interrogations, puis ça me mettait complètement chamboulé par rapport à mes choix. Mais dans le fond, les réponses, je les avais moi-même. Mais je cherchais, c'est le petit gars qui cherchait encore la validation de sa maman. Tu sais, c'est clair, quand je pose la question, est-ce qu'on a le droit de s'éloigner d'un parent? La réponse est claire, tu dis oui. C'est quoi les émotions quand on a à faire ce choix-là? Tu sais, moi, je le vois en coaching, puis le pourquoi je voulais faire cet épisode-là, c'est que
j'en ai des clients, des clientes qui sont à un stade de leur vie où ils réalisent la dynamique familiale dans laquelle ils ont grandi, à quel point il y a des patterns toxiques, soit de communication, des patterns qu'ils ont détruits, qui ont fait en sorte qu'ils ont été obligés de consulter pendant des années, ils ont fait de la psychothérapie et tout ça. Ils sont envahis d'émotions à toutes les fois qu'ils se ramènent à faire des choix. Je ne sais pas si je suis claire. C'est dans le sens que ils se disent, la solution, c'est d'avoir de moins en moins de contact avec mon père ou avec ma mère, ou ça peut, là, on parle de parents, mais parents au sens, ça peut être un frère, une sœur. Tu comprends? Absolument. Parents, sens large. Là, on pense mère, père. Famille. Mais ça peut être famille. Tu sais, moi, je l'ai vu en masse en coaching. Là. Des fois, c'est un frère, des fois, c'est une sœur qui est toxique dans l'environnement. Puis, on fait des choix. Mais ce que je remarque, les émotions les plus présentes, c'est la culpabilité. C'est comme une espèce de conflit de loyauté envers la famille. C'est la peur du jugement des autres, de dire, ben moi, j'ai plus de contact avec mon frère, ma soeur, ou j'ai plus de contact avec mon père ou avec ma mère. Ils sont souvent confrontés à, ben voyons, ça se peut pas, c'est ta famille. C'est ce qu'il y a de plus précieux, la famille. Tu peux pas mettre fin à des liens avec ton père ou avec ta mère. Voyons donc, ça se fait pas. Fait que souvent, ils se remettent en question par rapport à ça parce qu'ils se sentent coupables, ils se sentent jugés des autres. C'est la pression sociale qui fait ça. Hein? Il y a des vieilles phrases qui sont encore trop souvent mentionnées par tout le monde. Tu as seulement un père, tu as seulement une mère, tu leur dois respect. On a seulement une famille dans la vie. Il faut que tu travailles à garder l'unité familiale en bonne santé. Mais si tu travailles tellement fort à garder cette harmonie-là, entre parenthèses, familiale, mais que c'est impossible, puis ça te rend malade. À un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Puis oui, il y en a du jugement. Il y en a plein de jugements autour. Tu vas rencontrer une nouvelle conjointe ou elle ou ils sont dans une famille équilibrée. Puis toi, tu te dis, bon, ben moi, j'ai coupé contact avec ma mère pour ma santé mentale, mais là, la personne te regarde, ben voyons donc, ça se fait pas. Mais pourquoi ça se fait pas? Si c'était le voisin ou si tu n'endurerais pas ces comportements-là, si c'était Tout à fait. un conjoint, une conjointe, tu n'endurerais pas ces comportements-là. Mais parce que c'est un parent, il faut que tu endures ça. Non, moi, je peux... Mais je comprends, le processus n'est pas simple. Là. Moi, ça m'a pris des années de thérapie avant de comprendre ça. Puis je comprends aussi le fait que quelqu'un qui rentre là-dedans, là, c'est beaucoup de travail. Puis la déculpabilisation, c'est quelque chose de très complexe, là. Doublement difficile parce que c'est la famille. Mais ça prend de l'aide. Tu peux pas te sortir de ça sans aide. Puis il faut aussi que tu t'écoutes, apprendre à te prioriser. Ça aussi, c'est pas facile. Est-ce que ça se fait en plusieurs étapes? Sur des années. Sur Ouais, des c'est années. ça, hein? Puis tu peux pas, selon moi je parle pour moi, couper la relation du jour au lendemain. Tu peux commencer par un certain éloignement, une distance, prendre une distance. Parce qu'à un moment donné, quand on devient adulte, ben on n'est plus les enfants de nos parents. Là. Bon, on demeure, tu comprends ce que je veux dire? Oui. On demeure l'enfant, mais on a des relations d'égal à égal avec eux autres. Alors, il faut apprendre à avoir une certaine autonomie, puis de voler de tes propres ailes. Fait que une trop grande proximité, quelque chose de fusionnel, je pense pas que ça soit sain. Alors, on a notre vie, les parents vieillissent, ils ont leur vie. Fait que tomber dans le fusionnel, c'est pas nécessairement quelque chose qui est bien pour le parent et pour l'enfant. Fait que tu commences par prendre ta distance, être capable de prendre l'autonomie. Puis ça, généralement aussi, ça cause d'autres problèmes. Moi, si je parle dans mon cas, c'est qu'on devient la cible de critiques. Tu viens entendre, ben tu me délaisses, tu m'appelles moins, tu viens moins me voir, ça n'a pas de bon sens, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Puis le simple fait d'expliquer que, bon, ben, tu as besoin de prendre une distance, tu as besoin de... Parce qu'au début, tu n'abordes pas le sujet. Le sujet, ben ça me fait trop mal, je trouve que notre relation n'est pas adéquate ou j'ai des blessures pas réglées.
Puis souvent, les gens de ma génération, puis les générations plus vieilles, ben la manière de régler les problèmes, c'est on parle plus du passé. Mais ça, là, Regarde. c'est tellement vrai ce que tu dis, là. C'est tellement vrai, mais en même temps, quand tu travailles sur toi, OK? Bon, moi, je prends l'exemple de moi personnellement, je prends l'exemple de mes clients, clientes, de mes amis aussi qui cheminent, qui sont en développement personnel. Quand tu commences à travailler sur toi, que tu consultes, que tu réalises les patterns familiaux, souvent, quand tu fais des réalisations, tu as le goût de les partager avec ta famille. Tu aurais le goût que les membres de ta famille se développent comme toi. Mais malheureusement, quand tu exprimes des choses, tu vas être confronté à leur propre immaturité, leur propre pattern, difficile à changer, leur peur, leurs croyances limitantes. Fait que quand tu commences à t'éloigner, parce que là, tu as parlé d'éloignement tranquillement, pas vite, mais quand tu exprimes des raisons, les vraies raisons qui fait que tu t'éloignes ou que tu coupes un peu, t'as-tu de l'écoute? T'as-tu Non, c'est une fin de non-recevoir, mais je pense que... une fin de non-recevoir? Non, oui, absolument. Mais je pense qu'il n'y a pas la capacité d'écoute. Dans le sens que je pense qu'il y a une volonté, OK. mais il n'y a pas de capacité à comprendre. Ça prend du développement personnel pour comprendre. Ça prend de l'introspection. Il faut que tu comprennes l'humain. Il faut que tu sois capable d'avouer tes torts, Ouais. de faire amende honorable. Si tu n'es pas capable de faire ça, puis que tu véhicules un discours complètement contraire à la réalité, Qu'est-ce que tu veux dire? ça va être impossible de Contraire à la s'entendre. réalité? Ben, je vais te donner un exemple. Mettons, une mère qui dit « Moi, j'ai été une mère exemplaire. Vous OK. êtes chanceux. Vous avez eu vraiment une mère bienveillante avec une bonne fibre maternelle. Tu sais, il faut ramener le discours à sa juste... je veux dire, à la réalité, tout simplement. Puis ça, c'est difficile parce que, mettons que tu as une discussion, si la personne est convaincue qu'elle a été excellente et extraordinaire envers toi, mais qu'elle a toujours imposé ses choix, qu'elle t'a dirigé vers ses propres ambitions, puis que tu t'es pas senti écouté, puis ça, que tu le verbalises, puis que les réponses, c'est tout simplement parce que c'était mieux pour toi si j'ai pris cette décision-là. Mais là, à un moment donné, la discussion, il faut qu'elle arrête. Puis tu peux pas, faut que tu abandonnes, puis que là, que tu dises que la connexion psychologique est impossible entre deux êtres humains, puis on essaie de passer à d'autres choses. Mais là, je résume ça en... Oui, mais je comprends très bien. J'essaie de faire du sens pour les gens qui nous écoutent. J'essaie de les aider, dans le fond, dans cet épisode-là, à prendre conscience qu'ils vont être confrontés à la limite de l'autre, à la limite du parent duquel ils vont se détacher. Je t'explique. C'est que plusieurs de mes clientes essaient de partager leur cheminement avec leurs parents, essaient de leur faire voir la lumière, entre guillemets. Tu comprends? Mais ils vont être confrontés à des parents qui ne sont pas ouverts à ça, qui ne veulent pas aller là, qui ne veulent pas reconnaître les manques, la famille dysfonctionnelle, comment ça a pu brimer des personnes dans la famille, peu importe, parce que ça fait mal aller là. Tu comprends? Ça fait mal prendre conscience de ça. Puis c'est une génération qui avait moins d'outils que nous, on en a aujourd'hui, qui parlait moins, qui s'exprimait moins. Les émotions, on était ailleurs. Tu sais, je prends la génération de mon père. Moi, j'arrête pas de penser à mon père quand je parle de tout ça. Puis je me dis, c'est pas pantoute la même affaire. On n'est pas dans la même culture, peut-être? Pas du tout. On n'est pas dans la même culture. Puis je vois des clients, des clientes qui sont confrontés au manque d'ouverture des parents, qui ne sont pas de la génération de mes parents, moi, qui sont beaucoup plus jeunes, mais il n'y a quand même pas d'ouverture à cette discussion-là, à reconnaître ce que ça a pu créer
chez l'enfant, chez l'adulte en devenir. Puis il reste pris avec la colère de ne pas avoir de réponse. Il reste pris avec toutes ces émotions-là, puis ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Comprends-tu? Oui, très bien, mais la solution est en nous et pas à travers les autres. Il faut faire notre propre cheminement. Puis, c'est pas nécessaire d'avoir des réponses, puis d'avoir... ça, c'est un gars qui a fait bien des thérapies qui te parle. Là. C'est pas nécessairement de se faire valider que ton cheminement il est correct par le parent. Lui, là, tu lui parles, mettons, d'une situation... Tu parles chinois avec lui. Mm-hmm. Attention, toi, avec les Chinois, là, parce que j'en ai 2, là. Ben, t'as vu, j'adore les enfants. Non, mais tu comprends, c'est une manière... Mathieu, avant le podcast, il faisait des casse-têtes avec Effie. Oui, c'est incroyable. Il a succombé au charme. Ah oui, absolument, absolument. Mais t'as pas besoin de... Quand tu vois que la discussion, c'est pas quelque chose que l'autre personne est ouverte ou qu'elle a la capacité de comprendre, il faut pas s'entêter à continuer puis mettre des énergies là-dedans. À un moment donné, il faut arrêter, puis il faut se tourner vers d'autres sources. Parce que ça mènera absolument à rien, même ça va amplifier les conflits. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est tellement difficile à faire. C'est difficile dans le sens que on a toujours espoir que quand nous, on réalise des choses, que notre vie s'améliore, qu'on gère de mieux en mieux nos émotions, qu'on fait la paix avec le passé, que notre vie devient meilleure, on est des meilleures personnes, on aimerait ça que les gens autour de nous, les gens proches, la famille, bénéficient de ça. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Très bien, mais nos amis bénéficient de ça. Puis autour de nous, moi, j'ai des amis, plein d'amis qui n'en reviennent pas du cheminement que j'ai fait, puis qui reconnaissent ça. Fait que la validation, c'est pas nécessairement avec un parent. Tu peux aller la chercher à l'extérieur. C'est un bon point. Puis les amis, ça peut devenir la famille aussi. Très bon point. La famille, c'est pas nécessairement les liens du sang. Là. Tu peux la choisir, ta famille. Tu peux choisir une mère de substitution. Tu peux... moi, j'en ai eu d'autres mères, puis j'en ai encore. Ben, quelle bonne idée! Ben oui, absolument. J'ai une de mes clientes qui m'a parlé d'un livre. Et dans ce livre-là, la psychiatre se sert de l'analogie du porte-avions. Un porte-avions, ça porte, les avions vont atterrir dessus, décollent, reviennent, se posent, repartent. Fait que c'est comme si le parent, c'était un porte-avions. C'est beau, hein? Absolument. Moi, j'adore ça. Donc, c'est d'aller chercher tes porte-avions à toi quand tu as besoin d'aller les chercher à l'extérieur de ta famille. C'est un peu comme ça que je le vois. Tu sais, quand tu dis une mère de substitution, ça me fait penser à cette analogie-là. C'est que si tu n'en as pas de porte-avions dans cette famille-là, il faut que tu ailles en chercher ailleurs parce que tu as besoin de te déposer des fois. Tu as besoin de redécoller, tu as besoin de revenir, tu as besoin de te poser. Tu comprends? Oui. C'est super intéressant. Puis moi, je l'ai trouvé, ça, ailleurs. Oui. Puis, à un moment donné, tu sais, quand tu as une mauvaise relation avec le parent du sexe opposé, ben ça te nuit dans tes relations. Tu comprends? Tout à fait. Puis, tu dois apprendre aussi à gérer ça. À un moment donné, moi, j'avais une frustration, là, il y a une couple d'années contre les femmes, puis j'ai dû comprendre pourquoi. Ma relation conflictuelle avec ma mère n'a pas aidé, tu sais, dans mes relations avec mes conjointes. Puis j'ai des conjointes qui ont payé pour, malheureusement. J'ai fait mes amendes honorables. Mais puis j'en veux pas en passant à ma mère du tout. Hein. C'est ça, moi, j'ai fait la paix avec ça. Puis elle a fait ce qu'elle a pu avec les outils qu'elle avait. Puis moi, j'ai cheminé là-dedans. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis avec la tête et le cœur, je suis en contact. Là. J'ai pas de ressentiment. Fait que j'ai dû parler puis me confier à des femmes bienveillantes qui m'ont remis sur le droit chemin puis qui m'ont changé mes croyances limitantes par rapport aux relations mère-fils. J'ai eu plein de beaux exemples autour de moi. Puis ça me fait vraiment évoluer. Fait que, moi, j'ai fait la paix avec mon père aussi, il y a plusieurs années. Mais ça a demandé beaucoup d'ajustements
Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai encore des contacts avec lui, des contacts qui se passent super bien. Mais j'ai dû apprendre c'était quoi les limites de cette relation-là. Où je peux aller, où je peux pas aller. Faire le point aussi sur à quoi je m'attends. Est-ce que je peux avoir des attentes envers cette personne-là? Tu souris, mais tu comprends qu'est-ce que je veux Très dire, bien. hein? J'ai fait la paix avec le passé. Lui a fait un petit bout de chemin. Le petit bout de chemin qu'il était capable de faire à un moment donné dans sa vie où il m'a demandé de lui pardonner. Mais on n'a pas eu de méga discussion sur le passé, aller en profondeur dans tout ça, parce que lui n'avait pas la capacité d'aller là. Puis moi, je l'ai accepté, ça. Puis je me suis dit, il a fait un petit bout de chemin, on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, comment je peux rester en contact avec mon père sans que ce soit négatif, sans que je me batte constamment, essayer de changer les choses, essayer de faire évoluer la relation. À un moment donné, il a fallu que je me dise, bon, ben la relation est là, ça évoluera pas plus que ça. Puis d'avoir du temps avec lui. Mes attentes sont réalistes. C'est exactement ça. C'est ça que je cherchais Par comme rapport mot. à la Oui. relation. Oui, Puis à partir de ce moment-là, quand tu réalises ça, puis que tu surfes là-dessus, Ouais. tout va bien. Là. Parce exact. que c'est pas vrai, puis c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question de capacité à vouloir aller dans une zone. Ouais. Il y a des gens qui veulent pas aller là. Ouais. Puis c'est correct, il faut respecter ça. Mhm. Parce que c'est pas parce que toi et moi, on est des personnes qui ont une intelligence émotionnelle développée, qui cherchent à s'améliorer dans la vie, qui s'intéressent aux relations humaines. C'est pas tout le monde que ça l'intéresse. Non. Puis moi, je respecte ça. C'est un constat. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais souvent, je vois des clients, des clientes qui vont travailler fort pour aller changer, pour essayer de développer ça. Puis c'est long avant que les attentes soient réalistes envers l'autre. Tu comprends? Le lâcher prise n'est pas facile dans Non, une dynamique familiale. Dans une dynamique familiale, c'est tellement complexe. Mais ce que tu as dit tantôt, là, l'espèce de mythe, de message de une famille, on en a juste une, on a juste une mère, on a juste un père. Ouais, mais attends un peu, là. Moi, j'ai pas choisi ça, moi. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, tu choisis ta famille avant d'arriver. » Ça, c'est... Mais je veux pas rentrer dans ce genre d'affaires-là, mais tu comprends, on va pas là. Non. Mais ça, c'est des croyances. Mais notre but, c'est pas ça. De toute façon, ça n'a jamais été la mission du podcast d'être là-dedans non plus. Mais moi, j'ai pas choisi ça. Tu sais, j'ai pas choisi ce milieu-là. Alors, en vieillissant, de développer mon autonomie, ça, c'est important. Puis, à un moment donné, de faire des choix. Puis, ça peut être des choix avec la fratrie aussi. Tu sais. Mais il y a des gens qui vont se battre et ils vont dépenser beaucoup d'énergie à cause de ces messages-là. T'en as juste une famille, t'as juste une mère, t'as juste un père. Puis la famille, c'est plus important que tout. Non, ça, c'est... Moi, je suis pas là, là. Regarde, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une relation très bien avec mon père. Je l'aime comme ça se peut pas. Puis on a toutes sortes, on se parle plusieurs fois par jour. Écoute, il travaille encore, je vais le voir. On a du fun ensemble. Tu sais, j'ai vraiment un bon papa. Mais mon père, là, si je commence à y parler d'intelligence émotionnelle, puis je commence à y parler que j'ai lu un livre sur le livre Amour toxique, puis que je suis en train de m'analyser, ça ne l'intéresse pas. Il décroche. Ben oui, il décroche. Puis il me dit carrément que bon, c'est ben trop compliqué, tu te compliques trop la vie dans des affaires, puis tout ça. Puis écoute, je trouve ça drôle parce que c'est pas son champ d'intérêt. Puis c'est un homme super intelligent, il est brillant, il a accompli plein de choses dans sa vie, puis il est toujours là pour moi. Mais ça, c'est un domaine qui ne l'intéresse pas. Je vais-tu aller y parler d'intelligence émotionnelle à tous les soirs? Je vais-tu y parler de mon développement, de mes lectures que je fais? L'autre fois, il écoutait le podcast, puis il a adoré ça. Ah, c'est le fun. Puis c'est pas la clientèle cible du podcast. Puis il l'écoutait, puis il a bien aimé ça. Puis je parlais de relations. Puis fait que, mais je l'ai pas trop tanné pour qu'il l'écoute. J'ai envoyé, je dis quand tu auras une minute, tu l'écouteras. C'est de respecter aussi
l'autre personne, c'est pas parce qu'on est comme ça que faut pas que notre parent soit nécessairement à notre image. Comment on veut qu'il soit ou qu'elle soit. Tu sais, c'est comme la même chose. On leur demande souvent, je veux faire ma propre vie. Je veux pas être le modèle d'enfant que tu aurais voulu, entre parenthèses. Mais c'est bon pour nous autres aussi. Là, tu sais. Tout à fait. Comment on reconnaît qu'un lien familial est devenu toxique, est devenu destructeur pour notre santé physique, notre santé mentale? Bien, je pense qu'on le sait à partir de très jeune, sauf qu'on n'est pas capable de mettre des mots puis de comprendre parce que on est enfant, fait qu'on on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. En allant chez des amis, on voit d'autres dynamiques familiales, fait que on s'interroge. Les premières vraies prises de conscience se font à l'adolescence. Ben, moi, ça a été ça. Puis, ben là, à l'âge adulte, tout dépend de ce que tu veux faire avec cette problématique-là. Ben, tu continues à évoluer là, dans ce sens-là. Mais très jeune, les prises de conscience, tu te dis, mettons, ben, il me semble que c'est pas normal, ça. Tu te sens pas bien par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi exactement? As-tu des comportements en tête, là? Tu sais, toi, des choses que vraiment ça t'a fait comprendre que ça marchait pas, là? Ben, je te dirais, vite comme ça, un exemple, c'est une mère qui est très sévère. Tu dis, ben, l'éducation, ce qui est véhiculé, c'est que, bon, on est sévère. Ben, mon père n'était pas sévère, là. Ma mère était plutôt sévère. Fait que on fait ça pour ton bien. On fait ça pour te donner une éducation, une belle éducation. Plus tard, tu vas me remercier. Puis là, tu es élevé dans un environnement sévère. Puis là, après ça, tu te dis, tu vas ailleurs, tu te dis, hey, c'est pas si rigide que ça. Puis là, c'est là que tu commences à te poser des questions. Là. OK. La rigidité. Ouais, la rigidité, oui, dans l'éducation d'un enfant, là, moi, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Là. Mais qu'est-ce que ça a comme impact concrètement? C'est que tu ravales tes émotions. OK. J'ai souvent entendu, moi, « Joue pas à Aurore, l'enfant martyr ». Aïe, aïe, aïe! Puis ça me reste encore aujourd'hui. Ça, c'est une vieille phrase qui... Qui veut tout dire? Ouais. Arrête de faire pitié. C'est ça. Joue pas la comédie. T'es un excellent comédien. Ouais. Ben là, après ça, tu te dis, bon, ben je vais me fermer. Mm-hmm. Je pense que, effectivement, tu sais, je me plains peut-être trop, je demande peut-être trop. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que c'est de l'unité familiale. Hein? Ça C'est crée, complexe. Ça crée une cellule fermée. Mm-hmm. Puis tu as l'impression que c'est la vérité. Puis tu n'as comme pas le choix d'endurer. Là. Tu comprends? Parce que tu peux pas te sauver. Quand tu as 6 ans, tu peux pas te sauver. Là. Mm-hmm. Fait que... Tu as l'impression que c'est la vérité. C'est tellement vrai, ça. Ben oui. Ouch! C'est vrai, quand t'es petit, t'as l'impression que c'est la vérité. Ben oui. Ben, t'as l'impression que tes parents savent tout qu'est-ce qu'ils disent. Ben, c'est vraiment ça. C'est tes points de référence. C'est tellement ancré. C'est tes points de référence. Ouais. Moi, je le savais jeune que ça marchait pas. Moi, c'est avant l'adolescence. Oui, enfant, comme je te disais tantôt. Oui. Enfant, là, il y avait des choses qui se passaient, là, tu sais... Il y avait des comportements dans la dynamique familiale. Moi, je me disais, mais voyons, ça n'a aucun sens que des adultes se comportent de même. Là. Puis je le disais, là. Je le disais, j'ai même tranche de vie, mais la famille élargie n'est pas nécessairement au courant de ce qui se passe dans la maison. Ben non. Mais quand il y a des parties de famille, quand il y a des brunchs, peu importe, moi, ma dynamique familiale, c'est s'abrasser à la maison, mais quand on était en public, mes parents étaient très bons pour que ça ait l'air
correct, ça a l'air normal, là, tu sais, faire comme si tout va bien, parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça. Puis moi, je vais toujours me souvenir d'un brunch chez un de mes oncles qui est décédé il n'y a pas longtemps, puis ça m'a ramené tellement de souvenirs, là, ça m'a rappelé des choses que j'avais oubliées, que j'avais pas pensé depuis des années, le décès de cet homme-là, parce que c'est chez lui que ça s'est passé, où j'ai annoncé à tout le monde que ça chiait chez nous, puis que ça se passait pas comme tout le monde pensait. T'imagines-tu? OK. La bombe! C'était-tu dans le temps des fêtes? Hey, je me souviens pas si c'était dans le temps des fêtes, mais je me souviens que c'était un brunch. Puis ça se peut que ce soit un brunch de Noël parce que, tu sais, on visitait pas la famille si souvent que ça. Mais je me souviens de la face de mon oncle, puis mes cousins, mes cousines qui me disaient, ben voyons donc, ça se peut pas que ça se passe chez vous. Ben, j'ai cassé le party, finalement. J'ai scrappé le party, mais aïe, 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 que j'avais des couilles. Moi, j'allais me plaindre à ma grand-mère. Ben, à mes deux grand-mères, dans le fond. Mais j'avais une oreille. J'avais une oreille, puis ça donnait le droit à toutes sortes de commentaires. Et puis les grand-mères, dans le fond, ils intervenaient aussi, fait que ça créait des conflits, là. Ouais. C'était... Non, mais t'es game d'avoir fait ça là, dans un party familial. Mais souvent, dans le temps des fêtes, c'est là que les blessures ressortent le plus. Il faudrait que... Ouais, il faudrait que je cherche si c'était dans le temps des fêtes. Je suis pas sûre que c'était dans le temps des fêtes, mais en tout cas, Ou ça peut être à Pâques, c'est la même chose. Ah là. oui, mais je me demande si c'était pas à Pâques. Ben oui, c'était un brunch. C'est ça, oui. c'est la même dynamique. Là. C'est la même... Des rassemblements familiales. C'est pas... non, c'est ça. Mais c'est correct. T'as dit ce que t'avais à dire, puis ça a sûrement eu un effet d'une bombe, comme tu dis, mais... Est-ce que ça a amélioré les choses par la suite? Ou ça l'a rempli? Non, ça n'a pas rien amélioré. OK. Non, ça n'a pas rien amélioré. Mais là, je suis en train de me rappeler des choses en coaching que les gens m'ont dit par rapport à leurs parents. Là. Tu sais, quand tu es dans une dynamique que là, maintenant, c'est toi qui es rendu parent. Là, tu réalises beaucoup de choses aussi. Parce que là, tu deviens parent. Fait que souvent, ce que ça fait, c'est que tu réalises les manques de tes parents. Parce que tu te dis, voyons donc, tu sais, je ferais pas ça, tu sais, j'agirais pas de cette façon-là avec mon enfant aujourd'hui dans le cadre d'éducation ou peu importe. C'est pas ça que je veux transmettre. Puis les gens que je vois en coaching, souvent, vont me parler de dénigrement encore qui continue dans leur vie adulte, qui se sont fait dénigrer par leur père ou leur mère en étant enfant, adolescent, jeune adulte. Puis ça, c'est un point majeur de la relation toxique. La manipulation, le dénigrement. Et une fois qu'ils deviennent parents, mais ça continue encore devant leurs propres enfants. Et ça, c'est une raison majeure pour laquelle ils vont mettre fin à ces liens-là, où ils vont décider de s'éloigner par rapport à la famille. Absolument. Moi, j'ai pas d'enfant, mais ça doit être terrible, là. Parce que là, si le grand-parent intervient dans la relation parent-enfant, bien là, c'est de l'invalidation x100, là. Fait que là, on va dans la blessure très profonde. Alors, je comprends très bien que ça peut être une raison majeure, justement, pour couper les liens. Mm-hmm. C'est complexe, les dynamiques familiales, là. C'est très complexe. On pourrait tellement en parler, là. Mm-hmm. Puis ça amène des questionnements aussi. C'est tough quand tu as des enfants et que tu sais que tes parents ont des comportements questionnables, mais que tu veux quand même préserver le lien familial pour tes enfants, parce que c'est des petits-enfants, là. Puis là, tu veux pas te sentir coupable de briser la famille, entre guillemets, pour tes enfants. Tu sais, par exemple, si, admettons, moi, j'avais fait le choix de ne plus avoir de lien avec mes parents, bien là, ça a un impact sur mon enfant qui est Laurie. Je veux dire, moi, j'ai pas eu besoin de faire ça, là. Je veux dire, mes parents sont encore dans ma vie puis ils ont été dans la vie à Laurie, mais si, admettons, quelqu'un doit couper les liens avec un parent qui est vraiment dysfonctionnel, mais son enfant est privé de ses grands-parents. Tu comprends?
Mais ça, c'est une mesure extrême. Puis si elle se doit d'être appliquée, on doit l'appliquer, là, parce que sinon, il faut évaluer ce qui est meilleur pour l'enfant. Si le grand-parent est hyper toxique puis il y a des comportements qui peuvent nuire au développement de l'enfant, c'est plus dommageable d'être en contact avec lui. Il faut malheureusement mettre fin Oui, mais souvent, c'est pas ça qui se passe. Souvent, le grand-parent est correct avec le petit. Il rattrape avec les petits-enfants. C'est sûr que... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais continue dans la dynamique dysfonctionnelle avec son propre enfant. Ça, c'est... Écoute, moi, je peux pas me prononcer trop là-dessus parce que j'ai pas d'enfants, puis j'ai pas observé ça avec mes conjointes qui avaient des enfants. Mais tu apportes un excellent point. Ça, c'est à développer. On l'avait pas prévu, celle-là, hein? Non, on l'avait pas prévu du tout. Non, puis là, ça vient de me popper. Mais sérieusement, là, écoute, ça doit être vraiment spécial. Parce que c'est là, souvent ça. Parce que là, l'enfant, Mm-hmm. l'enfant du parent, là, Ouais. je te parle la mère Ouais. versus le grand-parent, doit dire, ben comment ça que mon père ou ma mère n'a pas agi de même avec moi? Il est bienveillant avec son petit-fils, Ouais. sa petite-fille, Ouais. il est attentionné, il prend du temps, il l'écoute, il donne des marques d'affection, puis moi, il n'a pas fait ça avec moi. Exact. Ça peut être sérieusement. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Oui? Ma grand-mère, c'était pas une femme qui était très colleuse, puis qui avait pas le je t'aime facile. Mm-hmm. Puis c'était une excellente mère. Je t'en ai parlé souvent. C'est une femme exceptionnelle. Mais par contre, avec moi, elle faisait. Fait que je me mets en position comment... J'ai jamais posé la question à mon père parce que moi, j'étais tout le temps en train de la coller puis de dire que je l'aimais. Mais il n'y avait pas la même... Puis elle aimait ses enfants comme ça se peut pas. Mais tu sais, elle le verbalisait pas. Mm-hmm. Mais elle agissait en conséquence là, pour leur prouver. Mais moi, elle me le disait. Fait que je me pose la question. Ça devait être difficile pour mon père, admettons, puis pour, admettons, mon oncle puis ma tante, de voir qu'elle faisait ça, admettons, avec ses petits-enfants, mais qu'elle ne le faisait pas avec eux autres. Ben moi, je le vis avec Laurie, ça. Ah oui? Je le vis avec Laurie. Ben oui. Parce que Laurie est en contact avec mon père et ma mère. Oui. Et mon frère. Oui. Fait que souvent, ben, nous autres, on a des discussions qui finissent plus, là, tu sais, qu'on est dans les vraies affaires tout le temps. Fait que si, mettons, Laurie est en contact avec mon père, exemple, avec ses enfants, puis tout ça, ben elle, ce qu'elle voit, c'est l'arrière-grand-père, c'est le papy, tout doux, tout fin. Puis là, elle se dit, ben maman, je suis pas capable d'imaginer la dynamique dans laquelle tu as grandi avec ce que je vois. Comment mon grand-père se comporte avec moi versus la dynamique dans laquelle vous avez grandi, tu comprends? Oui. Et ce qu'elle vit avec ma mère aussi comme grand-mère, tu sais, ils ont une relation super proche depuis la naissance de Laurie. Ils ont une super belle relation. Fait que pour elle, la dynamique familiale dans laquelle moi j'ai grandi, c'est difficile à comprendre parce que c'est les mêmes personnes qui dégagent plus les mêmes choses aujourd'hui et qui voient Laurie dans leur soupe. Dans le fond, c'est des grands-parents. C'est des grands-parents bienveillants. C'est des... Tu sais, je veux dire, ma mère, elle a gâté Laurie. Elle a été là pour Laurie. Elle a été là pour moi, pour nous. Fait que c'est difficile pour elle de comprendre les enjeux de cette dynamique familiale-là qui a été là, tu sais, dans le fond, qui est encore là aujourd'hui parce qu'il y a encore des... moi, j'ai une question intéressante pour oui, toi. Comment tu te sens, toi, là-dedans, quand tu vois, mettons, tes parents agir avec Laurie puis les enfants de Laurie versus toi? Bien, en fait, aujourd'hui, mes parents avec moi, je veux dire, sont tout à fait adéquats, là. Il n'y a aucun souci, là. Tu sais, je veux dire, j'ai une bonne relation avec ma mère, puis j'ai une bonne relation avec mon père. Là, on parle vraiment du passé quand j'étais adolescente, là. Tu comprends? Oui. Puis moi, j'ai fait la paix avec mon père, j'avais 25 ans. Fait que là, aujourd'hui, j'en ai 55. Fait que ça fait 30 ans quand même. Je connais bien les deux. Fait que je les prends avec leurs forces, avec leurs faiblesses. Puis mes relations avec eux sont dans le respect, c'est réaliste, on a chacun nos limites, les limites sont claires, on fait chacun nos choix. Moi, je suis contente pour Laurie
d'avoir des modèles de grands-parents comme ça. Tu comprends? Moi, j'ai pas eu cette relation-là. Puis souvent, c'est drôle parce que je vais dire la même chose que mes clients disent. Et s'il avait été comme ça à l'époque, et là que ma vie aurait été différente. Mais en même temps, j'aurais pas la résilience que j'ai aujourd'hui. Je serais pas la personne que je suis et j'aurais pas développé toutes ces forces-là, les compétences que j'ai. Tu comprends? C'est très beau ce que tu dis, puis c'est réaliste. C'est pas, tu n'es pas dans le conte de fées. Là. Je suis pas dans le conte de fées tu du rétablis tout. les faits tels qu'ils sont, Ouais, puis c'est une exact. vision juste de quelqu'un qui a probablement fait un grand cheminement. C'est beau ce que tu dis là. Mais Laurie, elle a, tu sais, honnêtement, c'est beau de voir ça. Là. Fait qu'elle est même pas... Elle n'est pas capable d'imaginer cette dynamique familiale-là. Fait que je me dis, si elle n'est pas capable de l'imaginer, pour elle, c'est comme absent parce que elle n'a pas été plongée là-dedans. Elle n'a pas eu ça comme échange. Elle n'a jamais senti ça. Mais de toute façon, elle les a toujours connus séparés. Tu sais, quand j'ai eu Laurie, mes parents étaient séparés. Fait que ça, je suis contente de ça. Je suis contente de qu'est-ce qu'elle a construit avec ma mère. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheminement et d'acceptation. Tu sais, quand tu disais tantôt, là, tu parles d'un gars qui a fait beaucoup de thérapie. Oui. Ben, tu sais, c'est beaucoup de cheminement, c'est beaucoup de prise de conscience, c'est beaucoup d'acceptation aussi. Mais je pense que l'acceptation fait partie de ce cheminement-là. Plus rapidement tu acceptes les limites de tes parents et de la dynamique, plus c'est facile. Tu t'évites des années de souffrance. C'est exactement ça. Mais, encore une fois... Et c'est tough! C'est tough. Moi, si tu m'avais dit il y a 20 ans, Mathieu, on va se rencontrer, on va faire un podcast, on va parler de la relation avec ta mère qui était chaotique, je t'aurais dit non, moi, je ne vais jamais là. Je ne parle pas de ça. C'est trop émotif. Ça me cause trop d'anxiété. J'aurais pas été capable de parler de ça. Aujourd'hui, tu as un autre regard là-dessus. Ben, c'est moins émotif. J'en parle avec détachement. J'ai un détachement. C'est ça. Puis ma mère, elle a fait plein de bonnes choses. Je pense qu'on était tout simplement pas compatibles en tant qu'être humain ensemble. On ne voit pas les choses de la même manière. On est des personnalités complètement différentes. Si ma mère avait été une amie dans la vie, ben on n'aurait pas été amis ensemble. Elle a ses propres caractéristiques, puis moi, j'ai mes propres caractéristiques, mais je pense qu'on est deux personnalités qui ne sont pas compatibles. Puis ça, on n'aborde pas ça dans la dynamique parent-enfant. C'est vrai. Ça se peut qu'un parent s'entende pas bien avec un enfant, qui n'aime pas la personnalité de son enfant. Ça, c'est tellement tabou, là. Mais moi, j'ai une amie, là, je vais te donner un exemple, OK? J'ai une amie, moi, qui est très introvertie, OK? Puis son garçon le plus vieux, il est extraverti fois 1000. Ben, il l'énerve. Puis elle me l'a dit, là. Puis c'est une excellente mère, puis... mais c'est tough. Mais écoute, elle n'en revient pas, là. Il l'étourdit complètement. Ben, c'est deux personnalités complètement à l'opposé qui sont pas capables de se rejoindre sur grand-chose. Elle, c'est une introvertie artistique, puis lui, c'est quelqu'un qui est extraverti sportif. Ils n'ont pas grand point en commun. Mais ça reste que c'est sa mère, puis ça reste que c'est son fils. Mais c'est à peu près tout, là. Oui, mais il peut y avoir beaucoup d'amour entre les deux quand même. Il y a beaucoup d'amour. Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile. C'est ouais, ça, là. Ça demande du travail. Qu'est-ce qu'on perd quand on prend cette décision-là de couper avec un parent? On perd notre image de la famille parfaite et aimante. OK. Ça, on perd cette illusion-là parce que je pense pas de toute façon qu'il y ait une famille qui soit parfaite et aimante. Chaque famille a ses défis. Mais moi j'avais cette image-là là, pendant des années que je voulais même reproduire, que j'ai pas reproduit dans le sens que d'avoir la famille parfaite. Ça, tu perds cette illusion-là, puis la vie te ramène à la réalité encore une fois.
mais tu gagnes ta paix d'esprit, puis pour ça, il n'y a pas de prix. Là. Mm. C'est la légèreté que tu as, puis la pression sociale que tu as pu de vouloir plaire, de vouloir être un bon enfant, même si ça n'existe pas, un bon enfant ni un mauvais enfant non plus. Je te dirais que c'est ça. C'est ça qui... Tu perds le rêve, l'illusion là, de ce qui est véhiculé là, d'une famille avec des enfants, des parents aimants, puis des petites vacances en Floride. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un deuil. Un deuil, mais d'une personne qui est vivante. C'est un deuil d'une relation. Tu sais, admettons, ta mère décède, ton père décède, ça va être un deuil. Mais c'est un deuil d'une personne qui n'est plus là. Quand tu mets fin à une relation aussi, entre guillemets, importante qu'un parent ou un frère ou une sœur, qui est la famille biologique ou la famille adoptive, peu importe, c'est un deuil que tu as à faire de ne pas avoir cette relation-là. Mais ce que je trouve particulier, c'est que la personne est toujours en vie. c'est ça. Je me rends compte que souvent, en coaching, les gens ils me disent ça. Ouais, mais je fais un deuil d'une relation. C'est mon parent, mais mon parent est encore en vie. Fait que c'est comme dire cette relation-là sera plus dans ma vie alors que cette personne-là est encore là. C'est dur de ne plus avoir d'espoir. Tu comprends-tu? Oui, mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver, puis te laisser bercer par la vie. Tu vas dire que je suis dans un pays de calinours, là. Mais te laisser bercer par la vie. J'aime mieux les calinours que les licornes. Oui, effectivement. Oui. Dans un monde d'illusions que t'espères encore. Parce que dans le fond, si tu ne réussis pas à faire le deuil, c'est que tu n'as pas accepté, puis tu as encore espoir que ça change. Quand tu sais très bien au fond de toi que ça ne changera pas, tu as essayé 1000 fois, puis ça a toujours donné le même résultat. Si tu essayes 1001e fois, ça ne donnera pas de résultat, à moins que la personne veuille faire du cheminement personnel, qu'elle soit ouverte à aller chercher de l'aide et à comprendre ses propres blessures puis les blessures de l'autre. Mais sinon, c'est mission possible. Mais quand tu as accepté, vraiment accepté, tu n'as plus d'espoir, ben le deuil est beaucoup plus facile à faire. Moi, j'ai pas d'espoir qu'éventuellement... Oui, c'était ma prochaine question. Là. J'allais là. Je suis en train de réfléchir à ça. Moi, j'ai pas d'espoir que la situation se règle puis qu'il puisse avoir un rapprochement. Par contre, ce n'est pas impossible, mais je n'ai pas espoir. Ah, OK, tu fais la différence Ben oui. avec la possibilité et l'espoir que... OK, Oui. Je comprends. Moi, si ma mère m'appelle puis elle me dit « Écoute, j'ai travaillé sur moi, puis je sais que tu as travaillé sur toi pendant plusieurs années. J'aimerais ça qu'on en discute. » Je serais ouvert, absolument. OK. Mais tu peux pas aborder quelqu'un en le blâmant, puis il faut que tu abordes la personne de la bonne manière. Il faut que tu abordes la situation aussi. T'sais, le passé, on n'en parle pas, ça ne fonctionne pas, ça. Parce que les blessures vont toujours ressortir. Mais de l'accepter, de ne pas avoir d'espoir, mais de ne pas dire que c'est impossible, c'est complètement deux compartiments. J'aime ça, la façon que tu l'apportes. Ben, je trouve ça clair. Pour quelqu'un qui le vit, là, ça peut clarifier la situation, effectivement. Oui. Parce que moi, ce que je vois, c'est toujours les gens vont s'accrocher à l'espoir que le parent va changer. Vont s'accrocher à l'espoir que le parent va arrêter de boire. Vont s'accrocher à l'espoir que le père ou la mère va cesser de les dénigrer. C'est ça qui est tough. La meilleure Puis c'est ça qui fait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui, mais c'est à la personne de faire son propre changement, changer sa vision de voir les choses, mettre ses limites, imposer un respect pour être bien, parce que c'est possible d'être bien puis de ne pas être en contact avec un parent. C'est absolument possible. Les ressources, on les a toutes en dedans de nous.
On sait tout quoi faire. On le sait quand c'est toxique. On le sait quand ça va pas. On a des manifestations physiques. On s'écoute pas. Ben, ça, je te rejoins 100% là-dessus. On s'écoute pas. Ben, on veut pas s'écouter. Non. Parce que quand tu commences à écouter, t'as pas le choix de passer à l'action. T'as pas le choix de faire des changements. Absolument. Ça veut dire, là, t'embarques dans le vrai stock. Là. C'est confrontant, là. C'est confrontant. Oui. C'est pas facile, là. Non, pas du tout. Effectivement. Pas du tout. Hey, d'après toi, ça serait quoi les conséquences de pas couper? Ah, là, c'est quelque chose à laquelle je t'avais pas préparé. Là, je fais appel à ta spontanéité. Ça serait quoi les conséquences de ne pas couper ou de mettre des limites claires avec un parent qui est toxique? Ben écoute, ça va être notre autodestruction personnelle, c'est-à-dire de la dépression. Ça peut aller jusqu'aux idées noires. Ça ruine ta santé. Ça te mène dans le gouffre. Tout comme être avec un conjoint ou une conjointe qui est toxique. Tout comme en ayant des amis ou des amis toxiques. C'est pas parce que c'est avec un parent que ça change quelque chose, là. Définitivement que ça va t'amener dans le gouffre ou au bord du gouffre. Mais c'est pas avec ça que tu vas t'élever, là. C'est pas différent de d'autres relations toxiques, là. Au contraire, même, je pense que ça peut être pire. Parce qu'il y a un lien d'attachement avec le parent. Fait que définitivement, tôt ou tard, si tu n'interviens pas, c'est la santé qui va en prendre une méchante débarque. Est-ce que tu as eu une période de culpabilité? Longtemps? Oui. Ben oui, pendant des années. Même en consultant, j'avais des périodes de culpabilité parce que autour de moi, je me faisais dire les phrases qu'on disait tantôt. Franchement, t'es pas gentil avec ta mère. Tu t'es pas elle t'a donné la vie, fait que tu devrais être reconnaissant. Oh, celle-là, oh boy! C'est celle-là qui manquait. C'est celle-là qui manquait. Sérieusement, là, tu donnes la vie à un être humain. Ça te donne pas tous les droits, là. C'est comme... C'est celle-là qui manquait, Mathieu. Oui, absolument. Oui. Ouais. Ben, ça, c'est des croyances complètement erronées je suis encore surpris de les entendre. J'ai pas le choix, c'est ma mère. Oui. J'ai pas le choix de m'en occuper, c'est ma mère. J'ai pas le choix de faire ça pour elle. C'est mon père. C'est ça. Tellement. Mais t'as toujours le choix. Oui. C'est simple, là, mais la personne la plus importante dans la vie, c'est toi. Puis tu peux pas te mettre au second plan pour faire quelque chose qui est contre tes valeurs parce que c'est un parent. Tout ça à fait fait pas de sens. Ça. Puis j'irais même plus loin là-dedans. OK? Toi et moi, on en discute ouvertement de ça. Les deux, on fait des choix dans nos relations de s'entourer de gens qui vont nous élever. C'est important pour nous autres. Oui. Ça fait partie de notre cheminement comme être humain. On est connectés là-dessus. Mais des fois, ça peut être la mentalité de ton conjoint ou ta conjointe aussi par rapport à ses parents que tu vas subir. Tu me suis-tu? Absolument. Ben, ouais, mais c'est parce que tu comprends pas. J'ai pas le choix. C'est mes parents. Puis mes parents aiment ça quand c'est la tradition. Le dimanche, je vais souper chez mes parents. Puis ça serait mal vu que tu sois pas là parce que pour nous, c'est important. Tu comprends? Oui. Alors que tu es à l'extérieur de ça, puis toi, tu n'as pas nécessairement le goût d'aller là le dimanche soir parce que tu es fatigué, parce que tu veux préparer ta semaine de travail qui s'en vient, parce que tu as d'autres choses à faire. Et là, le conjoint, il est ancré dans une dynamique familiale qui ne veut pas décevoir. Il y a un paquet de croyances limitantes par rapport à ça. Puis là, tu es pris là-dedans, toi. Je l'ai vécu, puis on s'en est même pas parlé, là. J'ai vécu ça, mais moi, j'ai tout de suite mis mes limites. Le dimanche soir, si tu vas aller manger avec tes parents, j'ai aucun problème avec ça. Impose-moi-le pas. Simplement.
clair de même. C'est pas... Toi, même des fois, ça t'écœure d'y aller Ouais. parce que là, tu es rendu à 35 ans puis que adolescent, c'était bien le fun, mais là, tu as des enjeux de travail, tu as des choses, puis tu te sens l'obligation d'aller. Amène-moi pas avec toi là-dedans. Toi, tu veux y aller? C'est correct, ça t'appartient. Moi, impose-moi pas. Je te dis pas que j'irai jamais, mais je vais y aller quand ça va me tenter. Tout simplement. Puis comment la personne a réagi? Ben, au début, elle se roulait à terre. Puis, oui, absolument, elle se roulait à terre. Mais, J'ai failli m'étouffer. mais après ça, écoute, Qu'est-ce que tu vas dire, elle se roule à terre? ben voyons donc, ça se fait pas. Comment mes parents vont te voir? Il n'y a jamais un de mes chums avant qui a fait une affaire de même. Ah ben, je vais être le premier. C'est un affront que tu le fais. Mais comment ça que c'est un affront que je le fais? Je le fais pas d'affront. Moi, ma limite, c'est que le dimanche soir, je suis un représentant sur la route. Je pars pour la semaine. J'ai besoin de tranquillité. Ça me tente pas d'aller manger là. C'est pas contre tes parents. Ça me tente pas d'aller manger nulle part. J'irai pas plus là. C'est simple, Marie, la vie. Je sais! C'est super simple. Mais je le sais, Mathieu. Je veux dire, Je suis dans la même équipe que toi. Oui, c'est ça. là. C'est pas... Mais je trouve qu'on se la complique tellement des fois. Là, ça n'a pas de bon sens. Se complique par des croyances erronées. Ben, des croyances limitantes. Limitantes, c'est ça. Des peurs de mettre nos limites avec les gens autour de nous. Puis, tu sais, on n'est pas responsable de comment les gens vont composer avec les limites qu'on va Non. mettre. Exactement. On n'est Ça, pas c'est- responsable de ça. C'est pas facile avec un amoureux ou une amoureuse, là. Parce que là, tu te dis, non, moi, je veux pas aller là, mais écoute, ça fait partie de la tradition familiale. Ben oui, c'est correct, c'est parfait, mais Amusez-vous. amusez-vous. Moi, je n'ai pas choisi cette tradition familiale-là. Exactement. Puis moi, si je suis tanné, ben, je vais m'en aller avant. Je suis pas obligé de toffer à jouer aux cartes avec vous autres jusqu'à 3 heures du matin, là. Si toi, tu veux jouer, ben, on va prendre chacun notre auto, puis tu rentreras après les cartes, mais moi, à 11 heures, je suis fatigué, je vais me coucher. C'est tout. C'est qu'est-ce qui dit qu'il faut aller dans une soirée, rester de telle heure à telle heure, arriver à telle heure, être accompagné de ton conjoint, amener tes enfants, pas amener tes enfants. C'est quoi ça? Tu peux les amener une fois, tes enfants, puis l'autre souper, tu les amènes pas parce que c'est plus... Il n'y a rien qui n'est pas correct là-dedans. C'est juste de laisser la liberté à l'autre, puis de s'approprier notre propre liberté, puis de dire, regarde, puis sans se sentir coupable. Et voilà. Le faire sans se sentir coupable, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Puis c'est pour ça que dans le début d'épisode, on a parlé de culpabilité. Ouais. Parce que c'est souvent la culpabilité qui est au centre, au cœur de ça. Mais c'est l'éducation religieuse qui nous a fait. L'éducation. penses? La religion catholique a cultivé la culpabilité, puis continue de le faire pendant des années. Ben moi, j'ai pas été élevée dans la religion. Ben, moi non plus, pas vraiment, mais j'allais à l'église avec mon père quand j'étais plus jeune, puis j'avais des cours de religion au primaire et au secondaire. Ben mais oui. ça, c'est assez pour te donner des croyances limitantes en maudit, là. Quand tu regardes ça, là, ben, il faut que tu pardonnes, il faut que tu acceptes, tu reçois une gifle, tu tends l'autre joue. Mais sérieux? En tout cas, moi, ça n'a pas collé sur moi ben. Ben, moi, il y a des affaires que, écoute, que je me référais là, Ah oui? dans mon Ok. éducation, puis je me disais, on va essayer d'être bon envers les autres quand dans la religion catholique, on entend faut être bon envers les autres, faut être généreux envers les autres. Mais être bon envers les autres, là, c'est pas faire la carpette puis d'aller contre tes valeurs puis contre tes limites. Là. C'est pas ça. Là. Tu vas développer des frustrations, puis après ça, tu vas avoir un comportement exécrable avec les autres parce que tu ne t'auras pas écouté. Il n'y a personne qui va bénéficier de ça. Aïe. On pourrait en parler pendant une couple d'heures. Mais ça, c'est la difficulté au cœur de beaucoup de problèmes chez l'être humain. La culpabilité
avoir de la difficulté à mettre ses limites, à faire des choix, à accepter. Et aussi, c'est que quand tu fais ces choix-là, quand tu décides que tu mets fin à des liens avec des gens qui sont proches pour X, Y, Z raisons, toutes les raisons qu'on a parlé, souvent, ça vient avec la solitude. Parce qu'on se sent seul à prendre ces décisions-là. Puis on a c'est une vision qu'on a, mais on n'est pas seul, là. C'est parce qu'il y a un peu de honte là-dedans aussi. Fait que la honte amène le sentiment qu'on s'isole, puis qu'on a l'impression qu'on est tout seul à voir les choses de cette manière-là et d'avoir posé cette action-là. C'est ce que je pense, là. Bien, en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que les personnes qui décident de couper avec leur famille ou avec des parents, la fratrie, se sentent seuls. Quand ils font des choix, ils vont être mis à l'écart des membres de leur famille. Parce que les parties de Noël vont continuer. Je parce savais que qu'il était pour aller là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ils vont se sentir seuls. Et c'est difficile. Ça, je suis d'accord. Ça vient avec la solitude, souvent. Oui, mais tu peux réorganiser ta vie. Oui, tout à fait. Je veux dire, Noël, pour reprendre ton exemple, c'est beaucoup en famille. C'est beaucoup l'image de la famille, du réveillon de Noël, etc. Mais ça peut être avec des amis, là, le 24 décembre. Ben, moi, le 24 décembre, c'était avec une de mes amies. Ben absolument. Mm-hmm. Puis je suis certain que tu n'as pas été malheureuse. Pas en tout. Moi, Zéro. j'ai fait de la radio les 24 décembre. J'ai fait de la radio la nuit du jour de l'an. Ça a été des superbes expériences de réveillon de Noël. J'ai déjà été servir un 24 au soir des gens qui étaient en situation d'itinérance. J'étais pas avec ma famille. J'ai déjà été malade un 24 décembre à écouter Netflix chez nous pendant que ma conjointe ne s'était pas empêchée d'aller au party, puis j'ai passé un très beau 24 décembre. C'est une question de perception. De perception, tout à fait. C'est pas parce que c'est le 24 décembre que tu n'es pas avec ta famille, que tu es tout seul au monde, qui est un être abandonné, puis que la vie s'arrête, là. Si je veux dire... C'est pas un être abandonné. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Marie. Je le sais. Mais si tu crois que Noël, c'est juste la famille, puis c'est juste avec tes parents, tes grands-parents, puis tes enfants, avec une dinde sur la table, ben, puis que c'est pas ça, ben, ça va être rough le 24 décembre. Là. Mais si tu es ouvert à vivre d'autres choses, d'autres expériences, oui. ben, tu vas t'apercevoir que Noël, c'est pas nécessairement ça. Là. Noël, c'est la couleur que tu donnes à la fête. Puis il y a moyen d'être heureux. C'est-tu mieux de passer Noël avec une amie ou un ami à se faire un petit souper qu'être avec une famille X, Y, Z dysfonctionnelle, que ça s'engueule? Moi, j'ai déjà été dans des familles de conjointes là, dans le passé. Là. Écoute, c'est impressionnant. Des parties à genre 40 dans la famille, les cousins, mais il n'y avait pas plus dysfonctionnel que ça. Des chicanes qui éclatent, là. Écoute, le 24 décembre, puis ça braille, puis c'est... C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que j'aime mieux, c'est J'en Noël. ai tellement vu dans ma job, là. Si tu savais, Ben là. oui. Je pourrais en raconter pendant des heures et des heures. Tu me permets-tu que je t'en raconte une sur Noël? Oui, vas-y. Écoute, moi, je riais, mais tout le monde pleurait. Mais je te le dis, Marie, là, j'ai jamais ri de même de toute ma vie. À l'époque, je sors avec une fille. Son père et sa mère ont une relation dysfonctionnelle, complètement dysfonctionnelle. Puis, le père n'aime pas la famille de la mère. Puis, un classique. Oui. Puis, au courant de l'automne, la mère mentionne au père, devant moi et devant ma conjointe de l'époque, qu'elle aimerait ça, qu'il fasse un effort le 25 décembre prochain de recevoir sa famille pour Noël. Puis, il a dit, avec plaisir, je vais faire un effort. Fait qu'on est à peu près, je te dirais, au mois d'octobre. Fait que là, la mère de famille saute d'un bras de son mari.
Puis ça va être Noël avec ma famille. T'es fin, c'est le plus beau cadeau des 25 dernières années. Ça va être extraordinaire. Puis ma blonde de l'époque, elle n'en revient pas que son père fasse ça. Aïe, aïe, aïe. Elle n'en revient pas. Alors, le 25 décembre arrive. Moi, je suis là avec ma copine, ses parents. On prépare la bouffe pour les invités. Puis écoute, il y a une belle petite neige. C'est un 25 décembre. C'est merveilleux, température, tu sais. Le cliché de Noël. Les voitures arrivent. La famille, là, sa mère rentre. Il y a des personnes qui viennent des États-Unis. Tout ça rentre. Petit verre de champagne, petit verre de vin, les hors-d'œuvre, la musique. Écoute, tout est parfait. Son père, il est assis, il dit pas grand-chose. Il est assis dans un fauteuil, puis il boit, puis il boit. La soirée se déroule super bien. On écoute des films de Noël, les enfants sont là. À minuit le 25, le bonhomme se lève. J'ai peur. Il ouvre la porte, il arrache le sapin de Noël, il est complètement saoul, il le pitche dans le banc de neige, il dit « Noël est fini, tout le monde décalisse ici. » Excuse-moi de sacrer, mais il a dit « C'est fini, j'avais dit oui pour Noël, on est rendu le 25 décembre, tout le monde dehors, je veux plus vous voir. » Marie, ça braille, ça fait tout et temps. Moi, je suis assis dans le fauteuil, je suis plié en deux, je ris, je suis plus capable de m'arrêter de rire. Puis j'ai dit, mais c'est quoi, à quoi j'assiste là? Ah oui. À quoi j'assiste là? C'est un shit show. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment. Je me doutais jamais qu'il était pour faire ça. Il n'a pas dit un mot de la soirée, puis il regardait sa montre, puis à minuit, il a dit que c'était terminé. C'est assez. Je peux te dire qu'aujourd'hui, ils sont séparés, puis qu'il en a voulu à vie pour ce Noël-là. Puis toi aussi, tu disais que tu en avais vu le 24 puis le 25 décembre, des chicanes familiales avec ton travail. Aucun bon sens. Ah Ouais. oui. Des menaces de mort. Ah, Ça l'éclate, écoute, oui. Mais c'est beau, la famille. C'est un ou l'autre, hein? C'est beau ou c'est laid, hein? Tu sais, c'est comme parfois, Hey, on a-tu oublié de parler de certaines affaires? Non, on a fait le tour pas mal. On a fait le tour pas mal, hein? Moi, je veux revenir aux 5 conséquences de ne pas couper avec des parents au sens large qui sont toxiques ou avec des relations qui sont toxiques. Je vais juste les renommer. La première conséquence, c'est l'épuisement émotionnel. Tu en as parlé. Le deuxième, c'est ça atteint notre estime de soi. Ça nous fragilise quand on est dans des relations toxiques avec des parents puis qu'on ne coupe pas. C'est des conséquences de rester dans ces relations-là pendant des années. Tout à fait d'accord avec toi. La troisième conséquence, c'est ça amène des difficultés relationnelles et des difficultés amoureuses. Quatrième conséquence, on en a parlé, la culpabilité et la confusion permanente que ça apporte. Et la cinquième conséquence, tu en as parlé aussi, c'est le frein à l'épanouissement personnel. Quand on est pris dans des dynamiques avec des membres de la famille toxiques, mais aussi, comme tu l'as dit tantôt, ça peut être des amis, des amitiés toxiques, ça peut être des relations amoureuses toxiques. Alors voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'est des conséquences réelles, puis c'est des conséquences qu'on observe. Et je voudrais conclure avec une petite réflexion. Choisir de s'éloigner d'un parent toxique, c'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie. Ce n'est pas un rejet de l'amour, c'est un retour à l'amour de soi et ce n'est pas une trahison, c'est une libération. C'est tellement beau, là. Hein? J'ai absolument rien à ajouter. Ça résume. J'ai même pas fini, attends. T'as pas fini? Non, j'ai pas fini. C'était trop beau pour moi, ça s'arrêtait C'est trop beau. T'as pas à porter seul le poids d'une relation qui t'abîme. Tu as le droit de poser des limites, le droit de dire non, le droit de protéger ton énergie, ta paix intérieure, ta santé mentale. Ce n'est pas toi qui as échoué à créer un lien sain, c'est le lien qui a échoué à te respecter. Et parfois, la seule façon d'honorer la vie qu'on veut vraiment, c'est d'oser dire « ça suffit ». On n'a pas à se justifier, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à culpabiliser.
Tu as simplement à avancer vers toi. My God, que c'est Hein? beau. Je suis pas pire, hein? Mais- Des fois, j'ai pas d'allure, mais des fois, je suis pas pire. T'as souvent de l'allure. T'as souvent de l'allure. Je t'ai jamais vu que t'avais pas d'allure. Mais il y avait une vieille phrase que je me dis souvent et que je publie souvent sur les médias sociaux. Oui. Il y a un c'est temps quoi? pour être gentil, puis un temps pour dire ça suffit. Et voilà. Merci, Mathieu. Encore une fois, merci de ton invitation. C'est toujours À un la plaisir. prochaine, parce On qu'il se va y en dit- avoir d'autres. On se dit à très bientôt. Bye bye.